Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Nous allons attendre 2 minutes, le temps que tout le monde puisse se connecter avant de démarrer. Encore 1 minute. Alors, il s'agit d'une session interactive, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Nous devrions avoir le temps de répondre aux questions que vous nous poserez au fil de l'eau. Encore 15 secondes. Très bien. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Nous allons passer un peu moins d'1 heure avec Guillaume et moi-même. Nous allons discuter de Kubernetes et voir comment nous pouvons démarrer une plateforme Kubernetes avec les solutions de VMware Tanzu. Alors, je me présente, je suis Alexandre Roman, Solution Engineer chez VMware Tanzu. Mon rôle, c'est d'accompagner nos clients dans le déploiement des solutions Kubernetes pour accélérer le déploiement des applications. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné par Guillaume Morini. Bonjour à tous, donc je suis Guillaume Morini, je suis un collègue d'Alexandre Roman, on travaille dans la même équipe et on a à peu près les mêmes rôles et responsabilités. Voilà, donc nous aurons l'occasion de dérouler pendant un peu moins d'1 heure une présentation avec très très peu de slides, beaucoup de démos, et c'est surtout une conversation en fait avec Guillaume, avec une phase de découverte autour des solutions de VMware Tanzu. Surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la fenêtre de chat, nous essaierons d'y répondre en live. Donc, je laisse la main à Guillaume pour lancer le discussion autour de Tanzu. Alors, juste avant de commencer, certaines personnes se plaignent d'un écho, je pense que c'est chez ces personnes-là, puisque moi je n'ai pas de problème pour entendre Alexandre et je pense qu'Alexandre n'a pas de problème pour m'entendre également, donc vérifiez votre setup de son et la sortie audio. Alors, sur l'agenda, on va parler rapidement aujourd'hui de différents éléments autour de la solution VMware Tanzu. Le premier, c'est l'intégration de Tanzu et donc de Kubernetes dans la solution vSphere 7. Et comment on peut facilement en fait venir activer la fonctionnalité Kubernetes dans cette nouvelle version de vSphere. Le deuxième, c'est on présentera un petit peu la distribution Kubernetes Tanzu Kubernetes Grid et son utilisation aussi bien au sein de vSphere 7, mais également dans d'autres environnements. Et enfin, on finira un petit peu par un élargissement de cette discussion autour de non pas un cluster Kubernetes, mais potentiellement plusieurs clusters Kubernetes et l'utilisation de la console centralisée Tanzu Mission Control pour avoir une sorte de tableau de bord et d'outils de gestion d'un ensemble de clusters dans un ensemble d'environnements différents et donc de multi-cloud. Voilà un petit peu notre agenda pour aujourd'hui. Ok, super. Bon, écoute, Guillaume, je profite de ta présence ce matin pour aborder le sujet de Kubernetes. Comme tu le sais, il y a beaucoup d'effervescence, beaucoup de bruit autour de Kubernetes. Moi, je me pose beaucoup de questions sur le déploiement de cette solution et en particulier, comment est-ce que je pourrais m'y prendre pour démarrer une plateforme Kubernetes sur mon infrastructure. J'ai déjà vSphere sur ma plateforme et j'ai entendu parler de vSphere with Tanzu et cette capacité d'intégration de Kubernetes directement sur vSphere. Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus ?
Alors effectivement, tu as certainement entendu parler des dernières annonces et puis des dernières fonctionnalités apportées avec l'arrivée de vSphere 7. En fait, chez VMware, on a complètement revu le fonctionnement de vSphere pour directement intégrer dans cette toute dernière version la fonctionnalité Kubernetes comme une fonctionnalité additionnelle d'un environnement vSphere. C'est-à-dire qu'on va pouvoir profiter en fait de la partie virtualisation, aussi bien de la partie compute, la partie stockage ou la partie réseau, au sein d'un environnement vSphere, au sein de la solution qu'on appelle Software Defined Data Center, pour activer une nouvelle fonctionnalité qui va nous permettre d'avoir accès à de nouveaux objets au sein de vSphere, et notamment la partie qu'on va appeler Tanzu Kubernetes Grid. Donc cette partie-là, son objectif, c'est de pouvoir rajouter dans vSphere de nouveaux objets comme les clusters Kubernetes et de pouvoir les gérer au même titre que vSphere est capable de gérer aujourd'hui des machines virtuelles. Alors ce que je te propose, c'est de basculer assez rapidement sur un environnement de démonstration pour te montrer un petit peu comment techniquement ça se présente. Donc ici, vous voyez mon écran avec la vue, on va dire, traditionnelle de l'administrateur vSphere, qui est cette console d'accès, donc le vCenter. Ce vCenter va vous donner accès ici à un cluster vSphere. Alors c'est un cluster assez simple ici qui repose sur un seul ESX, puisqu'on est sur un environnement de démo, qui est tout à fait traditionnel avec quelques machines virtuelles que vous voyez ici en bas, et puis donc cet ESX. Et puis, vous voyez un nouvel objet ici apparaître avec cette partie namespace. Alors, je vais vous montrer avant ça. Effectivement, on est ici dans une version 7.02, qui est la toute dernière release de cette partie vSphere. Et donc, cette release 7 qui est une release minimale pour pouvoir avoir accès à ces fonctionnalités. Ici, donc, on retrouve de nouveaux objets, ici, comme la partie de namespace. Et dans cette partie de namespace, ici, on va retrouver donc ce namespace que j'ai créé ici à mon nom, qui va me permettre d'avoir accès à un certain nombre de fonctionnalités. Alors, dans les fonctionnalités, on voit qu'un namespace, c'est quoi? C'est quelque chose qui nous permet déjà de définir un ensemble de permissions. Donc, qui a le droit d'accéder à ce namespace, qui a le droit de voir et qui a le droit d'éditer en fait ce namespace. Ensuite, il permet d'accéder à un espace de stockage. Et ici, en bas à gauche, on retrouve un ensemble de capacités d'utilisation. Donc en fait, on va pouvoir définir des limites et venir découper en fait nos ressources sur cette notion de namespace. Donc limiter le nombre de CPU, de mémoire et de stockage utilisés. Et puis on retrouve des nouveaux objets, effectivement, ici, comme cette partie Tanzu Kubernetes Grid Service, dans laquelle on va retrouver des Kubernetes Clusters. Alors, ça se présente comment un Kubernetes Cluster? Si on continue à dérouler ici un petit peu, on voit que ce Kubernetes Cluster, ici, j'en ai créé un. Et donc, encore une fois, on est sur un nouvel objet qui, cette fois, n'est plus managé à proprement parler par l'environnement vSphere, mais managé ici par le développeur. C'est-à-dire que c'est le développeur qui va être autonome pour pouvoir créer ses clusters Kubernetes quand il en a besoin et être capable de pouvoir les utiliser. Alors, j'ai déployé un cluster Kubernetes assez conséquent quand même ici, puisqu'on se retrouve avec un ensemble de 7 machines virtuelles, donc 3 nœuds qu'on va appeler control plane, ou master au sens Kubernetes du terme, et 4 nœuds ici qu'on va appeler worker, ou Kubernetes worker également, donc qui sont les nœuds sur lesquels vont s'exécuter ici mes conteneurs et mes applications. Pourquoi 3 nœuds dans le control plane? Parce que on a envie ici d'avoir un cluster Kubernetes hautement disponible et donc avoir de la redondance, y compris sur l'API Kubernetes, puisque mon cluster sera peut-être utilisé pour des applications de production, ou même s'il est utilisé pour des applications de développement, pour un environnement de développement, finalement, j'ai envie que mes développeurs aient tout le temps accès à ce cluster et qu'il soit tout le temps disponible. Donc c'est une première chose, une première visibilité amenée ici directement dans la console vCenter. Alors, tu parlais de cluster géré par un développeur. Ça veut dire qu'un développeur, il a besoin d'accéder à la console vSphere pour pouvoir travailler avec ce cluster Kubernetes? Comment ça... Qu'est-ce que ça veut dire pour mes développeurs qui connaissent Kubernetes? Alors, les développeurs qui connaissent Kubernetes, souvent, en fait, ils connaissent pas forcément vSphere et donc, ils n'ont pas envie et pas besoin de se connecter à cet environnement vSphere.
Par contre, eux, ce qui les intéresse, c'est d'avoir accès facilement à un cluster Kubernetes. Et donc, si on bascule sur une vue, on va dire plutôt côté développeur, le développeur, ce qu'il a envie, c'est de pouvoir automatiser le maximum la gestion et la connectivité à cet accès. Et donc, la première chose qu'il va faire, en fait, c'est qu'il va utiliser une ligne de commande, qui est une ligne de commande Kubernetes, qu'il a l'habitude d'utiliser, qui s'appelle kubectl, kubectl, et sur lequel on va rajouter juste un petit plugin pour pouvoir venir s'authentifier auprès de vSphere pour pouvoir se connecter. Donc la première commande qu'on va utiliser, c'est kubectl vSphere login. Et donc on va se connecter à un serveur, donc notre environnement vSphere. On va se connecter en utilisant un utilisateur ici. Et puis ici, on va se connecter à un cluster dont je donne le nom et dans un namespace. Cette authentification, elle est un utilisateur mot de passe. C'est donc l'ensemble de cette authentification qui est associé avec l'authentification vSphere, c'est-à-dire que le développeur n'aura pas besoin de se connecter à l'environnement vSphere, mais aura besoin d'être déclaré ici, au niveau du namespace, comme ayant les droits d'accès à ce cluster-là. Et je suppose qu'en tant qu'opérateur, j'ai la main sur les permissions. Je ne suis pas obligé de me connecter en tant qu'administrateur sur mes clusters Kubernetes. Exactement, exactement. L'administrateur vSphere, lui, va avoir le droit de donner des permissions sur les différents namespaces pour après que le développeur, lui, puisse créer ses objets sur la partie ici, Kubernetes Cluster, par exemple. Et également, depuis la dernière version 7.0.2, il peut créer directement des machines virtuelles, si on le souhaite, si on l'autorise, directement dans ce namespace-là, en mode machine virtuelle as a service. Ok, donc là, je suis connecté au cluster, et ensuite, qu'est-ce que je peux faire avec? Donc, je vais me connecter au cluster, donc je vais utiliser ce nouveau contexte qui m'est autorisé maintenant, qui va s'appeler gmoini-cluster. La première des choses que je vais faire, c'est que je vais vérifier que mon cluster est bien fonctionnel et voir un petit peu la ressource que j'ai de disponible sur ce cluster-là. Et donc, on voit ici, on retrouve en fait nos 7 machines virtuelles qui vont servir à former ce cluster, donc 7 nœuds à l'intérieur de mon cluster, 3 masters, 4 workers. Et en fait, un des premiers bénéfices de cette solution vSphere 7 with Tanzu, c'est qu'on a vraiment à gauche et à droite sur l'écran maintenant la même visibilité et côté administrateur vSphere et côté développeur ou en tout cas opérateur du cluster Kubernetes. On retrouve cette vue unifiée avec le même niveau d'information. Donc une question sur l'authentification. Donc, dans quelle mesure je peux intégrer cette authentification avec quelque chose qui existerait déjà chez moi? Admettons que j'ai un Active Directory avec une nomenclature, des utilisateurs, des groupes et des droits associés. Dans quelle mesure je vais pouvoir intégrer tout ça avec ce que j'ai déjà chez moi, en fait? Alors, dans le cas de cette solution-là, le gros avantage, c'est qu'on va bénéficier de ce qu'on appelle le single sign-on au niveau vSphere, c'est-à-dire que dans la plupart des entreprises, l'administration de la partie vSphere, elle est déjà intégrée avec un Active Directory ou avec un environnement LDAP. Et donc, si cette intégration est déjà faite, la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez rien de plus à faire sur l'environnement Kubernetes. Nativement, en fait, au niveau du namespace, on va hériter donc la connaissance des utilisateurs et des groupes. Et donc, lors de la création du namespace, vous avez juste à définir quel est votre groupe Active Directory qui sera mappé au niveau vSphere avec un groupe dans le single sign-on. Et donc qui pourra avoir accès à ce nouveau namespace avec peut-être des droits de lecture seule ou des droits de lecture-écriture. Donc vous pouvez comme ça différencier un petit peu les utilisateurs. Et donc effectivement, on récupère l'authentification de la partie vSphere, mais cette partie vSphere est déjà intégrée, et donc on récupère cette intégration sans effort supplémentaire. Et tout ça, c'est disponible dans vSphere 7? C'est ça, exactement. D'accord. Donc, une fois que notre développeur en fait connecté à cet environnement Kubernetes, il peut commencer à déployer des applications. C'est ce que j'ai fait pour vous. Donc, je fais une commande kubectl get all. Voilà, j'ai déployé une petite application WordPress qui a la particularité, en fait, si on continue à creuser un petit peu, d'aller utiliser ce qu'on appelle du stockage persistant. Pardon, j'ai un message intro, entre les persistent volume claim et les persistent volume. Et ici, on peut voir qu'en fait, ma classe de stockage utilisée, elle s'appelle Tanzu. Et donc, en fait, j'ai réutilisé un stockage qui est disponible au niveau de mon environnement Kubernetes. Et ce stockage, à quoi il correspond? Ici, si on va voir
dans ma partie vSphere Data Store, j'ai effectivement un stockage Tanzu. Et ici, si je viens sur la partie monitoring, j'ai ici ce qu'on appelle des container volumes avec la notion de Cloud Native Storage et sur laquelle on va pouvoir retrouver un ensemble d'informations. Alors, attendez. Voilà, pardon. Sur ma LUN 01, j'ai ici mes containers volumes, ici avec mes 2 PVC, et j'ai retrouvé les informations de ce qui a été provisionné pour moi au niveau de cet environnement-là, Kubernetes. Donc, je retrouve en fait une intégration automatique sur cette partie. C'est un des bénéfices d'avoir une solution intégrée. On profite en fait de ce qui a été fait au niveau virtualisation, réseau et stockage directement dans l'environnement vSphere. Ok, donc cette application que tu as déployée sur ce cluster, j'imagine que tu t'es appuyé sur un certain nombre de fichiers de déploiement Kubernetes. À quel point ces fichiers de déploiement sont dépendants de l'installation vSphere? Dit autrement, est-ce que j'ai besoin d'avoir des API spécifiques? J'ai besoin de connaître mon environnement vSphere pour pouvoir déployer cette application Kubernetes? Alors, c'est une très bonne question. Effectivement, on pourrait croire que l'intégration va nous limiter en fait dans les fonctionnalités utilisées. C'est pas du tout le cas en fait. Le cluster que je viens de créer n'a que très peu de connaissances qui tournent dans un environnement vSphere. Les seules connaissances qu'il va avoir, c'est effectivement au niveau intégration sur la partie stockage, intégration sur le lien au niveau du cloud provider, c'est une notion dans Kubernetes. Par contre, la distribution Kubernetes est une distribution très proche de la distribution open source, et donc il va utiliser exactement les mêmes API en termes de déploiement d'application ou même d'interrogation du cluster Kubernetes. Donc j'utilise des commandes kubectl, tout ce qu'il y a de plus classique, pour déployer mes applications avec un kubectl apply ou avec un outil tierce tel que la partie Helm que j'ai utilisé là par exemple pour déployer ma partie WordPress ou n'importe quel autre outil de déploiement. Donc si vous avez par exemple des chaînes de CI/CD qui savent parler Kubernetes, vous pouvez tout à fait les utiliser pour déployer dans ce cluster-là. Il n'y a pas de spécificité à ce cluster qui pourrait bloquer un outil de déploiement que vous utilisez qui fonctionnerait sur un cluster Kubernetes standard. Donc on est sur une version, sur une distribution supportée par VMware, mais qui est alignée avec la version open source. Et encore une fois, je le dis, un cluster assez minimaliste, mais avec juste le minimum d'intégration pour faciliter la vie des opérateurs de la plateforme, avec un accès automatisé à la partie réseau, à la partie stockage, et donc à la connectivité de ces VM-là. Ok, donc si je comprends bien, la même application que tu as déployée sur ce cluster-là, je pourrais la prendre et la déployer sur un autre cluster Kubernetes. Si ça se trouve, c'est peut-être même pas déployé sur infrastructure VMware. Il n'y a pas de dépendance, si je dois bien comprendre, avec l'infrastructure sous-jacente. Exactement. Un des objectifs forts de Kubernetes, c'est d'amener une abstraction vis-à-vis de l'infrastructure sous-jacente. Et donc là, il se trouve qu'on tourne dans un environnement de vSphere, mais on pourrait potentiellement tourner sur n'importe quel autre environnement. Et on pourrait avoir le même type d'expérience. C'est ce qu'on va voir un petit peu plus tard dans la présentation. D'accord. Donc tout ça c'est disponible dans vSphere 7. Je comprends qu'il y a beaucoup un certain nombre d'intégrations qui sont mises à disposition pour l'opérateur. Mais si je n'ai pas de vSphere 7, ça veut dire que je ne peux pas faire de Tanzu? Alors effectivement, c'est une bonne question. C'est ce que je commence un petit peu à aborder. Si on n'a pas de vSphere 7, on peut faire du Tanzu. Donc on va repasser rapidement sur la partie slide. Hop. Donc, alors, juste peut-être de basculer sur cette partie-là, il y avait une question sur la licence minimum pour pouvoir activer ces fonctionnalités de vSphere with Tanzu. Effectivement, donc il faut une licence vSphere Enterprise pour pouvoir faire ça, puisqu'en fait, ce qu'on va utiliser, c'est notamment des outils comme DRS ou Achat pour s'assurer que l'ensemble des clusters et des VM qui sont créés soient hautement disponibles et puissent être vraiment assurer une qualité de service optimale pour de la production. Donc c'est le minimum requis, on va dire. On a parlé rapidement de la partie réseau et de la partie stockage. Là-dessus, en fait, on va avoir besoin d'un réseau et d'un stockage qui soient partagés.
c'est-à-dire que l'ensemble des ESX qui vont former le cluster aient accès au même réseau et au même stockage. Ça peut être fait avec des outils comme vSAN ou comme NSX, mais ça peut également être fait par d'autres solutions. Il n'y a pas de prérequis sur cette composante vSAN ou NSX. Par contre, il y a ce que j'appelle en anglais un better together, c'est-à-dire il y a quelques améliorations qui sont disponibles, notamment par exemple sur la partie persistante volume, ce qu'on appelle le read-write-many, si on a les fonctionnalités vSAN, et donc on peut commencer à faire des persistants de volume avec plusieurs containers qui vont écrire en même temps sur ces espaces de stockage. Voilà, donc il y a des petites fonctionnalités additionnelles avec NSX ou avec la partie vSAN. Donc sur cette partie, si on a vSphere, pardon, je passe au slide suivant. Voilà. Si on n'a pas vSphere 7, donc soit on est en vSphere 6.7, soit on n'est pas du tout en fait sur un environnement vSphere. On peut être sur un environnement cloud public, par exemple. En fait, le cœur de la solution, la distribution qui accompagne ce cluster que je vous ai montré tout à l'heure, Tanzu Kubernetes Grid, c'est une distribution qui peut fonctionner dans un environnement vSphere 7 comme on l'a vu, mais qui peut aussi fonctionner dans un environnement vSphere 6.7 ou dans un environnement de cloud public. Cette distribution, elle est agnostique de l'infrastructure, elle amène une couche d'abstraction qui permet, grâce à une fonctionnalité qui s'appelle Cluster API, qui fait partie de la communauté open source Kubernetes, de venir gérer pour vous l'infrastructure sur ces environnements-là. Donc je répète, vSphere 6.7, un environnement cloud public type AWS ou Azure, ou alors des services VMware on AWS ou VMware on Azure. Cette distribution Tanzu Kubernetes Grid, elle est comme objectif, encore une fois, d'être assez minimaliste et d'être assez proche de l'open source. On est vraiment aligné avec ce fonctionnement-là. Et par contre, on peut venir ajouter des services additionnels qui sont optionnels et qui peuvent être remplacés par d'autres services si vous avez déjà des solutions là-dessus, avec ce qu'on appelle des extensions qu'on voit ici apparaître sous le nom de Common Kubernetes Services pour aller gérer, par exemple, de la partie logging, de la partie monitoring, une container registry avec un outil comme Arbor, etc., etc. Donc cet environnement est un peu plus léger, un peu plus simple à mettre en place au démarrage, mais par contre, les intégrations que l'on a vues tout à l'heure sur la partie stockage ou sur la partie authentification sont pas présentes, puisqu'en fait, on ne veut pas avoir de prérequis au niveau infrastructure, donc ça va être à vous après de les construire par-dessus cette distribution Kubernetes. Donc notamment sur la partie authentification, il va falloir rajouter une petite extension dans votre cluster Kubernetes que l'on va vous fournir pour pouvoir faire l'intégration avec Active Directory après coup, après le déploiement. Donc, et donc, si j'ai pas Arbor et si je veux pas utiliser Contour, est-ce que c'est les éléments des prérequis pour la mise en œuvre de cette distribution Kubernetes Tanzu? Non, absolument pas. La distribution Kubernetes Tanzu, encore une fois, est une distribution Kubernetes open source, proche de l'open source et alignée. Ça veut dire que elle est compatible avec n'importe quelle solution de container registry ou d'ingress, comme tu citais Contour. Et donc, vous pouvez tout à fait déployer n'importe quel autre ingress ou container registry qui soit compatible avec les standards Kubernetes. Donc, la partie OCI pour tout ce qui va être container image ou la partie ingress. Ok. Je vous propose de montrer ça sur une deuxième petite démonstration. Ici, on va basculer non plus sur une interface vSphere ici, mais sur une interface plus liée à Kubernetes. Donc, je vais être connecté à un autre cluster Kubernetes qui, cette fois, c'était Node. Voilà. Qui, cette fois, est déployé dans un autre environnement, ici un environnement AWS, par exemple, mais ça pourrait être un vSphere 6.7. La particularité de cette autre type de déploiement, basé sur la même distribution Tanzu Kubernetes Grid, mais avec une autre façon de le déployer, c'est qu'on n'a pas d'intégration avec l'infrastructure sous-jacente, c'est-à-dire que l'infrastructure sous-jacente va avoir l'ensemble des nœuds Kubernetes comme des VM traditionnels, il ne va pas forcément
être capable d'identifier quelles VM font partie de quel cluster Kubernetes. Donc on perd un petit peu cette visibilité vis-à-vis de l'infrastructure. Donc il faut le reconstruire autrement avec, par exemple, en fouillant les adresses IP ou les noms des machines pour retrouver en fait les différents clusters et comment ils sont formés. Pour autant, on reste aligné côté Kubernetes. On a donc accès à un ensemble d'outils. Alors là, je vous montre par exemple la console Octant, qui est un produit open source développé par VMware, qui permet d'avoir une visibilité sur des clusters Kubernetes. Et de la même façon, j'ai pu déployer ici des applications sur ce cluster-là. On va aller creuser cette application, voilà, avec une visibilité ici sur les différents objets qui sont utilisés, qui sont des objets, encore une fois, standards sur Kubernetes. Alors, donc cette distribution TKG, là, tu l'as déployée sur un environnement de cloud public. On est bien d'accord, je pourrais prendre la même distribution et la déployer sur mon vSphere 6.7. Tout à fait, exactement. C'est ça. Et donc, ça va être quoi la différence finalement entre une distribution déployée sur du cloud public, une distribution Tanzu, une distribution déployée sur du vSphere 6.7? Est-ce qu'on l'a pu voir avant? Est-ce que les composants qui sont déployés sont différents? Et en quoi ça peut impacter le déploiement de mes applications? Alors, un des avantages de la solution Tanzu Kubernetes Grid, c'est que cette distribution Kubernetes, ça va être la même qui va pouvoir être utilisée justement dans mon environnement vSphere 7 with Tanzu, dans mon environnement vSphere 6.7 ou dans un environnement de cloud public. Et donc, on va se retrouver avec exactement les mêmes composants déployés, de la même façon, avec la même ligne de commande et les mêmes utilisations, et donc être capable du coup d'amener une abstraction complète de la partie infrastructure. Contrairement à si on utilisait une solution comme un environnement Kubernetes managé par un cloud public, on va la retrouver uniquement chez ce cloud provider. Et donc si on va changer de cloud provider à un moment donné, ou si on veut déployer la même chose chez soi, on risque d'être bloqué et de ne pas avoir exactement les mêmes outils. Là, on retrouve vraiment un aspect uniformité de ces distributions et multi-cibles de déploiement. Alors, je vais vous montrer, pour déployer ça, on a utilisé en fait une partie qui s'appelle Cluster API dessous. Et si je bascule en fait sur la partie management, en fait, on utilise Kubernetes pour déployer des clusters Kubernetes. Et donc, je vais avoir une ligne de commande ici qui s'appelle Tanzu, dans laquelle je vais pouvoir venir lister en fait mes différents clusters que j'ai déployés. Donc ici, j'en ai quelques-uns, je vais grossir un petit peu. Hop. Voilà, ici, j'ai déployé quelques clusters avec différents nombres de workers sur mes clusters, différents noms, potentiellement dans différents namespaces pour pouvoir donner accès à différentes personnes. Et donc, cet outil, cette ligne de commande, Tanzu, elle va me permettre de gérer en fait le cycle de vie de mes clusters. C'est-à-dire que je peux les provisionner, je peux bien sûr les effacer, mais je peux aussi potentiellement les rescaler. Donc, par exemple, sur ma partie workshop ici, je peux venir rescaler mon nombre de workers et dire finalement, j'ai besoin de 3 workers. Donc, ça veut dire que automatiquement, en fait, grâce à Cluster API, ce cluster de management va parler à mon infrastructure pour lui dire il me faudrait 2 VM supplémentaires pour pouvoir fournir 3 workers à mon cluster workshop. Il va créer les VM automatiquement et venir les faire rejoindre mon cluster. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'une fois que ces VM sont créés, en fait, l'outil est capable de les surveiller. C'est-à-dire qu'inclus dans la solution, on a des mécanismes de health check sur chacune de ces machines qui vont composer le cluster pour s'assurer que à tout instant, comme le fait Kubernetes au niveau des applications, au niveau des machines, en fait, on a bien des machines qui sont fonctionnelles, qui forment le cluster. Et si jamais ce n'est pas le cas, l'outil est capable de réparer automatiquement, c'est-à-dire qu'il va recréer une nouvelle machine pour venir remplacer une machine défaillante parmi mes différents clusters. Donc ça, c'est fait par Kubernetes. Donc la ligne de commande Tanzu, quelque part, c'est juste
une sorte de wrapper au-dessus de l'API Kubernetes pour simplifier un petit peu l'expérience utilisateur et éviter d'avoir à écrire trop de fichiers YAML sur ces différentes commandes ou interagir. Maintenant, si on le souhaite, si la personne veut automatiser ou rentrer, creuser un petit peu ce détail-là, on peut retrouver exactement les mêmes commandes au niveau Kubernetes. Et donc, si je fais un kubectl, donc cette fois plus la commande Tanzu, mais la commande Kubernetes standard, je peux aller voir ici, par exemple, la liste des clusters sur l'ensemble des namespaces. Et voilà, je vais retrouver en fait la même information, alors un petit peu moins d'informations, mais la même liste de clusters que vous voyez ici, avec les mêmes namespaces, l'état provisionné ici contre l'état running. Je ne vais pas avoir tout le détail des control planes, des workers et de la version. Ça, je vais pouvoir le retrouver avec d'autres commandes kubectl. Et en fait, le Tanzu Cluster List vous montre une approche agrégée de l'ensemble de ces commandes pour avoir une vue un peu plus unifiée. Mais donc, ce Cluster API, c'est un produit qui est pur VMware et uniquement disponible chez Tanzu? Absolument pas. Le Cluster API, c'est un projet dans l'écosystème Kubernetes open source. Donc, c'est un projet open source. Vous pouvez aller sur github.com/kubernetes/cluster API. Vous allez retrouver le code source de cette partie Kubernetes. D'ailleurs, si on veut le voir, je suis sur... c'est bon. Ici, je vois que c'est en fait une extension de la partie API Kubernetes qu'on retrouve ici avec ce suffixe cluster.x-kubernetes.io qui est vraiment la partie standard de Cluster API que l'on utilise. Et la distribution Tanzu est une des premières distributions Tanzu à avoir implémenté cette partie Cluster API et à amener un support en Enterprise sur cette partie Cluster API. Et petit à petit, d'autres distributions Kubernetes sont en train de basculer également sur cette partie Cluster API pour l'utiliser. D'accord, donc c'est un produit open source de la communauté qui est packagé dans cette distribution Tanzu. Je suppose que c'est le même produit qui est mis en œuvre d'ailleurs sur vSphere 7. Exactement, c'est le même produit qui est mis en œuvre sur vSphere 7. La seule particularité, c'est que sur la partie vSphere 7, on va venir simplifier le déploiement. Donc ici, je suis connecté sur ce qu'on appelle un management cluster. Ce management cluster, c'est un premier cluster Kubernetes qu'on doit déployer quand on n'utilise pas la version vSphere 7 et qui en fait est automatiquement embarqué dans ma partie vSphere quand j'utilise la solution vSphere 7 with Tanzu. Donc c'est une charge opérationnelle en moins, je dirais, quand on utilise vSphere 7 with Tanzu, d'avoir à gérer ce management cluster qui est intégré à vSphere sinon. D'accord, donc ça veut dire que là, malgré tout, là tu as la main sur ce management cluster parce que c'est toi qui a déployé cette distribution Tanzu sur l'infrastructure de ton choix, donc là en l'occurrence AWS, mais ça pourrait être autre chose. Là, je vois des CRD, donc ça veut dire que ce sont des objets qui sont présents dans un cluster? Alors effectivement, les CRD, c'est une extension de l'API Kubernetes pour pouvoir rajouter en fait des fonctionnalités à la partie Kubernetes. Et donc ici, le CRD qu'on va utiliser, c'est celui de Cluster API qu'on voit ici. Ça veut dire qu'il y a également ce qu'on appelle un contrôleur qui fonctionne dans le cluster Kubernetes pour que dès qu'il y a une modification sur cet objet, il puisse réagir et faire quelque chose. Donc ici, par exemple, provisionner des machines virtuelles ou vérifier leur bon fonctionnement. Ces extensions, elles ne sont présentes que et uniquement dans ce management cluster, c'est-à-dire que quand je repasse sur mon cluster applicatif, comme je l'ai fait tout à l'heure, ici mon cluster de production, workload cluster, si je fais la même ligne de commande ici, on voit beaucoup moins de CRD appliqués et on ne retrouve pas ces CRD de cluster API. On retrouve que les CRD associés à la partie réseau, par exemple, que j'ai déployé, ou à mes applications ici, comme une application de gaming. Sur mon cluster de management, donc il est effectivement surchargé pour avoir les fonctionnalités cluster API. Les autres clusters, eux, clusters applicatifs, sont des clusters tout à fait standards. Et donc, vous retrouvez uniquement les CRD que vous voulez ajouter dessus pour par exemple, prendre en compte des fonctionnalités comme la partie KAP, qui me permet d'avoir des outils d'aide au déploiement. Encore une fois, un projet open source. Ok. Donc, question qu'on pourrait se poser. Si je démarre sur un TKG en vSphere 6.7, je déploie cette distribution sur ce vSphere-là et que je dois migrer sur un vSphere 7,
qu'est-ce que ça va donner en termes d'upgrade, de mise à jour de ces clusters-là? Alors, c'est une très bonne question, effectivement. Quand on démarre en version 6.7, effectivement, on va déployer Tanzu Kubernetes Grid sans intégration avec la partie vSphere, donc avec ce management cluster et ce workload cluster que je vais déployer dans mon infrastructure 6.7. Quand je vais faire un upgrade en version 7.0, ces clusters ils vont continuer à fonctionner. C'est-à-dire que cette solution où on n'est pas intégré à la partie vSphere, elle peut continuer à fonctionner même en 7.0. Par contre, en 7.0, je vais avoir la possibilité, si je le souhaite, d'activer la fonctionnalité que j'avais en haut ici, qui s'appelait vSphere with Tanzu. Si je retrouve ma souris, qui a disparu. Elle est là. Voilà, donc je pourrais activer cette fonctionnalité. Ça veut dire que c'est une nouvelle façon de créer des clusters Kubernetes. Et donc, il n'y a pas de lien, je dirais, entre ces deux déploiements. Ça va être deux déploiements qui pourraient être faits en parallèle. Et donc, après, nous, on fournit des outils pour pouvoir, par exemple, aller prendre les applications qui sont déployées sur les premiers clusters et venir les migrer sur des clusters qui soient intégrés à vSphere 7. Donc ça, c'est une migration que vous pourrez faire quand vous le souhaitez, quand vous aurez maîtrisé les nouvelles fonctionnalités de vSphere 7 with Tanzu. Encore une fois, si vous en avez envie et si vous y voyez un intérêt. L'intérêt de vSphere 7 with Tanzu principal, c'est l'intégration au niveau vSphere et c'est la visibilité amenée directement dans la console vSphere. Si votre solution fonctionne et vous convient avec, je dirais, la partie sur vSphere, donc avec la partie TKG sans intégration, vous pouvez continuer tout à fait à l'utiliser et ça va continuer à être supporté dans les versions 7 et ultérieures de vSphere également. D'accord, ok. Bon, alors là, on vient de voir la question des différences finalement entre environnement vSphere 6.7 et vSphere 7. Ouais. Si j'ai besoin d'aller sur du cloud public et devoir me retrouver peut-être à utiliser des clusters déployés sur un cloud public qu'on connaît, peut-être un cloud souverain, je suppose pouvoir déployer du Tanzu sur ces infrastructures en fonction de mes besoins. En quoi Tanzu peut m'aider à manager finalement des clusters Kubernetes qui vont se retrouver chez moi, on-prem, sur mes installations VMware et sur du cloud public? Comment est-ce que je vais pouvoir fédérer l'ensemble de ces clusters Kubernetes? Alors effectivement, dès qu'on va déployer des clusters, on le voit, hein, aussi bien sur la partie TKG que sur la partie vSphere, on va potentiellement pouvoir créer plusieurs clusters, hein, puisque je répète, Tanzu est une solution, notamment Tanzu Kubernetes Grid est une solution qui vous permet de créer plusieurs clusters Kubernetes pour pouvoir répondre à vos besoins pour potentiellement plusieurs équipes, mais également plusieurs infrastructures possibles. Et quand on rajoute la partie cloud public, on a encore plus, on va dire, de possibilités et de création de clusters. Donc, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'assez rapidement, sur l'écosystème Kubernetes, pardon, je suis un peu perdu dans mes slides. Je ne sais pas si c'est que moi, mais On est bon. Les slides ne bougent pas, moi. Tanzu Mission Control. Ok, ça marche. Donc, quand on a en plus les clusters publics, on se retrouve vraiment avec une variété de possibilités et une variété de clusters qu'il va falloir gérer, sécuriser, superviser. Donc pour faire ça, côté Tanzu, en fait, côté VMware, on a développé un outil qui s'appelle Tanzu Mission Control, qui est une plateforme centralisée de gestion d'environnement Kubernetes. Donc, on va pouvoir gérer le cycle de vie des clusters que je vous ai montré, hein, des solutions Tanzu Kubernetes Grid, des distributions, mais on va pouvoir également s'attacher à des clusters existants qui sont déjà déployés et déjà gérés par ailleurs, comme des clusters déployés dans des environnements cloud publics. C'est les petits logos que vous voyez sur la droite du slide, si vous les voyez, parce que moi, je ne les vois toujours pas. On les voit bien. Ok. D'un point de vue gestion, ça veut dire quoi? Ça va amener déjà une première chose qui est la visibilité, hein, sur ce qui est déployé et ce qui est configuré, ce qui est utilisé, est-ce que l'ensemble de mes nœuds sont chargés, pas chargés, etc. Mais on va également amener d'autres fonctionnalités. Une première des fonctionnalités, c'est la partie Data Protection, qu'on voit tout à droite. Ici, c'est ce qui va nous permettre de sauvegarder et de restaurer des applications qui seraient déployées sur mes différents clusters Kubernetes. Et ça va également m'aider dans des phases de migration de l'un vers l'autre.
On a également tout ce qui va être audit et configuration de ces clusters-là qui est supporté. Tout ce qui va être analyse de sécurité, vérifier la compliance de mes clusters vis-à-vis des différentes versions. Et puis aussi la partie Identity and Access qui va permettre de savoir qui a le droit de se connecter à ces différents clusters et qui va pouvoir les valider. Donc je vais basculer également sur une petite partie de démonstration sur cette partie-là. Donc si je repartage mon écran, tac. Ici, je vais me connecter sur cet environnement. Je vais même grossir ma fenêtre. Donc ici, je suis connecté sur ma console Tanzu Mission Control. C'est une console centralisée qui va me permettre de voir tout de suite en fait un ensemble de clusters ici. Donc je vois qu'il y en a une bonne partie. J'en ai 46 en tout qui sont fonctionnels. Clusters. J'en ai déployé sur des environnements vSphere, mais également sur du Google Cloud, sur la AWS, etc., etc. Donc certains clusters sont basés sur la distribution Tanzu Kubernetes Grid. On le voit ici notamment avec cette petite partie VMware qui apparaît ici. Mais d'autres sont basés sur des environnements fournis par AWS ou par d'autres distributions du marché. Donc si je prends un de ces clusters et que je zoome dessus ici, je vais pouvoir voir effectivement la version, le nombre de nœuds, l'utilisation de la CPU, la mémoire, vérifier que mon cluster fonctionne bien. Et puis après, je peux aller creuser petit à petit à l'intérieur avec un zoom sur un des nœuds en particulier, par exemple, aller voir la version du kernel utilisée, et puis la liste des pods qui sont déployés dessus. Et encore une fois, je zoome à l'intérieur, je zoome sur un pod, et je vais voir finalement les containers sur l'ensemble. Donc ça, c'est... Oui. Quelle différence finalement entre Tanzu Mission Control et une interface de gestion, de visualisation? Tu nous as montré Octant tout à l'heure, et on a vu l'interface vSphere 7 tout à l'heure pour gérer nos clusters. Comment se positionne Tanzu Mission Control par rapport à ces outils? Alors, une interface de gestion comme Octant ou comme la partie vCenter dans l'intégration, en fait, elle va amener une visibilité uniquement au sein d'un même data center, d'un même environnement déployé. Et donc, cette partie interface de gestion, elle est souvent limitée à un faible nombre de clusters qui ne correspond pas à l'ensemble des clusters que vous allez pouvoir déployer au sein de votre entreprise ou au sein de votre organisation. L'idée de Tanzu Mission Control, c'est d'élargir les frontières et de vraiment pouvoir gérer différentes cibles de déploiement. Donc, votre data center peut être à Paris, mais également votre data center à Marseille, ou votre région d'AWS que vous allez utiliser avec, encore une fois, une région peut-être à Paris, mais peut-être aussi une région, je ne sais pas, pour du backup finalement qui serait à Francfort. Donc, l'ensemble de ces clusters et l'ensemble de ces environnements, on va vraiment pouvoir avoir une visibilité, une centralisation encore plus importante. Ici, par exemple, je vois que j'ai un petit i sur ma version. Donc, une autre des fonctionnalités, au-delà de cette partie gestion, c'est de pouvoir aussi gérer le cycle de vie de mes clusters et donc être capable ici, par exemple, de pouvoir venir upgrader un cluster quand une nouvelle version est disponible. Et puis, finalement, un point important de la solution Tanzu Mission Control, c'est qu'on ne s'arrête pas juste à de la visibilité, mais on va aussi amener du contrôle sur ces différents clusters. Et on va le faire à travers, par exemple, ici, un ensemble de politiques de sécurité que l'on va pouvoir appliquer sur un cluster en particulier, mais également sur un groupe de clusters pour pouvoir amener, encore une fois, un niveau d'automatisation plus important. On va appliquer cette politique sur un groupe de clusters, et donc même si le cluster n'existe pas encore, à partir du moment où il va rejoindre le groupe, finalement, il va hériter de cette politique de sécurité automatiquement. Et puis, on peut avoir une granularité plus fine ici avec cette notion de workspace, qui est un ensemble de namespace. Donc, on peut appliquer les mêmes politiques de sécurité au niveau d'un namespace, mais également au niveau d'un groupe de namespace. Et les groupes de namespace, c'est le namespace au sens Kubernetes du terme. Ces namespaces, il peut appartenir à un ou à plusieurs clusters. Et donc, on peut imaginer très bien, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, hein, vous avez un data center à Paris, un data center à Marseille. Vous avez des clusters Kubernetes déployés dans les deux. Et puis, vous avez votre équipe applicative de développeurs qui développe votre intranet, par exemple, qui a un namespace dans le cluster de Paris et un namespace dans le cluster de Marseille, suivant que
personne qui se connecte à l'intranet, soit dans l'académie de Paris ou de Marseille. Et on est capable, comme ça, en fait, de pouvoir appliquer exactement les mêmes règles de sécurité à ces deux environnements parce que on voit qu'il y a une cohérence et qu'il y a une liaison entre ces deux namespaces. Même si cette notion n'existe pas au niveau de Kubernetes, en fait, elle est amenée par la solution Tanzu Mission Control. Donc, en termes de politique de sécurité, comme je le disais, on avait la partie accès authentification, on avait la partie quelle image registrie on va pouvoir utiliser. Donc, on va pouvoir bloquer l'accès à certaines images registries, comme par exemple le Docker Hub, si on considère que ce n'est pas assez sécurisé et qu'on veut plutôt utiliser notre registrie interne. Des politiques de gestion des réseaux, donc avec du filtrage, par exemple. Et puis, de la sécurité avec des politiques sur la sécurité des conteneurs qui vont être utilisés, des notions de quota. Et puis finalement, si vous ne trouvez pas votre bonheur dans ces 5 premières policies, vous pouvez écrire vos propres policies custom en utilisant un outil qui s'appelle OPA Gatekeeper, qui encore une fois est un projet open source, et en utilisant son propre le langage d'écriture des policies qui s'appelle le Rego. Et donc toutes ces fonctionnalités-là, j'ai besoin de cluster Tanzu pour pouvoir les utiliser? Non, c'est là la force de l'outil Tanzu Mission Control, c'est qu'il sait appliquer ses politiques sur les clusters Tanzu, bien sûr, mais également sur n'importe quel cluster Kubernetes qui soit conforme avec le standard Kubernetes. Donc, vous retrouvez sur le site de la CNCF la liste de toutes les distributions Kubernetes conformantes au standard Kubernetes. Et donc, si votre cluster fait partie de cette liste-là, si votre distribution fait partie de cette liste-là, et dedans, on retrouve les clusters Kubernetes des différents cloud providers ou d'autres vendeurs, on peut tout à fait les intégrer à Tanzu Mission Control et venir gérer leur politique de sécurité et venir amener du contrôle là-dessus unifié. La seule chose qu'on ne gérera pas, c'est le cycle de vie de ces clusters, parce que ça amènerait des problématiques de support sur, par exemple, l'instanciation d'un nouveau cluster ou la modification d'un cluster existant. D'accord, donc excepté les fonctionnalités d'upgrade qu'on a vu tout à l'heure, finalement, tout le reste est compatible avec les autres clusters. Exactement. D'accord. Ok. Bah écoute, merci pour ce tour d'horizon, Guillaume. J'ai le sentiment que on a vu beaucoup de choses autour des solutions Tanzu. Est-ce que pour toi, on a eu l'occasion de tout voir? Je pense que c'est le moment de conclure cette conférence, cette webinaire. Alors, je t'arrête, hein, il faut pas aller trop vite sur cette partie Kubernetes. Là, on a fait un très bon tour d'horizon, je dirais, de la partie Kubernetes et de son lien avec la partie infrastructure, notamment la partie vSphere ou les différents clouds publics. Par contre, quand on a dans une organisation ou une entreprise un projet autour de la partie Kubernetes, souvent, il ne faut pas oublier que c'est aussi pour amener un service au niveau des développeurs et des déploiements applicatifs. Et donc, il y a quelques éléments aussi à gérer sur cette partie-là. Et donc, il est important, lorsqu'on déploie Kubernetes, de penser à différentes choses, et VMware Tanzu peut aussi aider sur ces éléments-là, comme par exemple comment je vais construire mes images de conteneurs, comment mes développeurs vont pouvoir les construire, comment je vais monitorer mes applications, qui sont maintenant beaucoup plus dynamiques et beaucoup plus agiles avec l'utilisation des conteneurs. Il y a bien sûr les clusters à monitorer, on ne l'a pas vu, mais la solution Tanzu Mission Control d'intégration avec une partie Tanzu Observability peut aussi aider sur le monitoring de ces clusters. Il faut que je connecte mes clusters entre eux potentiellement avec des applications qui pourraient être déployées à travers différents clusters. Et puis, je vais devoir déployer en fait pas que mes applications et mes conteneurs créés par mes équipes de dev, mais potentiellement aussi des bases de données, des messages brokers et plein d'autres fonctionnalités que j'ai envie de déployer finalement dans Kubernetes et quand même avoir le support que je juge nécessaire sur ces parties-là.
Donc, il y a pas mal de choses. La bonne nouvelle, c'est que VMware Tanzu est une solution assez complète et assez modulaire. Et donc, on peut vous accompagner un peu en fonction de là où vous en êtes dans vos projets Kubernetes et mettre l'emphase sur les éléments qui vous semblent importants ou que vous n'avez pas encore traités parmi ces éléments-là. Si vous avez déjà tout fait, vous êtes prêt effectivement pour cette partie Kubernetes. Et finalement, la partie infrastructure et cluster était la seule partie qui vous manquait pour ces éléments-là. Donc voilà un petit peu les différents éléments et le portfolio complet de cette partie Tanzu Kubernetes. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez envie de creuser certains de ces sujets-là. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'on a également fait d'autres webinars qui sont publics avec les replays qui sont disponibles, notamment sur la partie monitoring à gauche ou sur la partie construction d'images à droite. Donc n'hésitez pas à aller voir les replays, on vous enverra les liens dans le petit email que vous recevez à la fin de ce webinaire. Et puis, c'en est fini. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que c'était instructif pour toi, Alexandre, merci. Et puis pour nos auditeurs. Très instructif et j'espère très clair pour notre audience. Merci à tous pour votre participation. On va prendre quelques minutes pour répondre aux questions disponibles là sur le chat. Hein. On a encore un petit peu de temps pour y répondre, donc n'hésitez pas à envoyer vos questions. Guillaume, une question sur la liste des distributions Kubernetes qui sont compatibles avec Mission Control. Est-ce que tu peux être clair sur la compatibilité avec les clusters, les distributions Kubernetes? Oui, effectivement. Alors, au niveau de la CNCF, il y a un outil qui est utilisé qui s'appelle Sonoboy, qui permet de vérifier la compatibilité d'une distribution Kubernetes. Donc, c'est un petit outil installé dans Kubernetes et il y a un ensemble de tests qui sont déroulés et qui vont vous donner une vision de cette compatibilité-là. Si vous n'avez pas envie de le dérouler vous-même, effectivement, le site de la CNCF le mentionne. Et donc, si vous tapez Kubernetes Compliance CNCF, vous allez retrouver normalement dans les premiers liens le site de la CNCF avec la liste des certifications Kubernetes. Donc en fait, la réponse pour être simple, hein, on peut prendre n'importe quelle distribution Kubernetes. Si elle est conforme Kubernetes, elle n'a pas besoin d'être fournie par VMware. On n'a pas besoin d'avoir une distribution Tanzu pour pouvoir mettre en œuvre Tanzu Mission Control. À partir du moment où on a une distribution qui est dite conforme, hein, que votre fournisseur vous indique que cette distribution est conforme avec le standard Kubernetes, bien à ce moment-là, vous n'avez pas de souci, pas de problème pour la mise en œuvre de Tanzu Mission Control. C'est le cas d'à peu près toutes les distributions, hein, donc vous n'avez pas vraiment de... Ouais. Ok. Pour revenir sur l'utilisation de Tanzu Mission Control, est-ce qu'on a besoin d'aligner l'ensemble des versions de Kubernetes, des clusters Kubernetes qu'on va manager? Dit autrement, si j'ai un parc hétérogène avec différentes versions, est-ce que ça va poser problème? Alors non, effectivement, on peut tout à fait avoir des versions différentes. On a testé même sur des vieilles versions qui ont plus de 3 ans sur Tanzu Mission Control. On continue à pouvoir les gérer et les opérer sur la partie Tanzu Mission Control. Donc ça ne pose pas de problème. On a bien la visibilité sur l'ensemble des clusters. Certaines des fonctionnalités, comme par exemple la partie Network Policy, nécessitent que cette fonctionnalité soit disponible sur le cluster Kubernetes, bien sûr, sous-jacent. Donc, c'est ça qui va vous encourager, on va dire, à faire l'upgrade si vous allez vouloir déployer ce type de politique de sécurité au sein de votre environnement. Mais pas de problème pour faire l'intégration, avoir la visibilité et puis déployer en fait toutes les politiques de sécurité qui sont déjà existantes au sein de Kubernetes. Et l'autre point que je voulais mentionner, c'est que même sur la partie Tanzu qu'on a vu au début, donc Tanzu Kubernetes Grid, on est aussi capable de gérer multi-cluster, comme on le disait, mais aussi de gérer différentes versions. Je ne l'ai pas montré dans la démo, mais on fournit en fait avec Tanzu Kubernetes Grid plusieurs versions en parallèle, et donc vous pouvez déployer plusieurs versions en fonction des fonctionnalités que vous voulez avoir dans vos clusters Kubernetes, et puis aussi gérer l'upgrade et upgrader un cluster à la fois, d'abord pour un cluster de test, peut-être pour valider votre déploiement d'application dans la nouvelle version, et puis après généraliser l'upgrade sur l'ensemble des clusters quand vous le souhaitez, peut-être avec des échelles de temps différentes. Ok. Bon, bien sûr, vous retrouverez
les liens, une question par rapport aux liens pour installer TKG sur vSphere 6.7. Toute cette documentation est publique. Hein, vous retrouverez les informations sur la distribution Tanzu Kubernetes Grid sur les sites VMware habituels, ce qui vous donnera l'occasion de mettre la main sur cette distribution pour la déployer sur les environnements supportés comme vSphere 6.7. Alors, je ferai une question sur la formation et les ressources pour se former à Kubernetes et Docker. Donc, sachez que chez VMware, on a mis à disposition un ensemble de ressources qui sont gratuites pour pouvoir se former justement sur ces éléments-là. Ça s'appelle Kube Academy, Kube comme Kubernetes, donc K-U-B-E, Academy en anglais, A-C-A-D-E-M-Y. Donc, le site web, c'est cube.academy. Et vous avez directement accès à des cours sur qu'est-ce que les conteneurs, qu'est-ce que Kubernetes, comment démarrer, avec des cours assez, on va dire, débutants, mais également des cours plus avancés pour aller comprendre, par exemple, Cluster API ou ce type de choses. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. C'est une formation gratuite et puis c'est toujours intéressant pour son expertise personnelle, pour son développement personnel. Et ça adresse autant les opérateurs que les développeurs, hein, donc avec des sujets sur la gestion des clusters Kubernetes, sur les bonnes manières de construction d'un conteneur. Hein, donc vous aurez, à n'en pas douter, de quoi satisfaire votre curiosité sur le sujet. Kubernetes en général, hein, c'est pas absolument pas lié aux solutions Tanzu. Hein, c'est vraiment une ressource disponible pour tout à chacun pour se former à l'utilisation de Kubernetes. Dernière question peut-être, on voulait aborder sur la notion d'affinité, anti-affinité sur les clusters. Cette fonctionnalité sera disponible dans la distribution Tanzu Kubernetes Grid. Donc, c'est quelque chose qui va arriver très prochainement dans la version de Tanzu. Donc, c'est quelque chose qui sera implémenté nativement dans la distribution et qui va vous permettre d'implémenter des mécanismes de haute disponibilité. L'idée, c'est de pouvoir avoir des solutions qui soient résilientes. Alors, il y a aujourd'hui néanmoins des solutions qui existent pour apporter ce niveau de résilience. Ce qui va être supporté dans les prochaines versions, c'est une automatisation, une simplification du déploiement de ces clusters. Voilà. Il nous reste vraiment, c'est les toutes dernières minutes. Est-ce que, si vous avez des questions, c'est vraiment les derniers moments pour les poser. En attendant des questions, est-ce que, Guillaume, tu avais des éléments complémentaires pour conclure ce webinaire? Non, c'est parfait pour moi. J'espère que tout a été clair pour vous et n'hésitez pas à nous contacter. Hein. Vous avez nos pseudos sur Twitter et puis sinon, effectivement, dans le mail que vous recevrez, vous aurez également moyen de nous contacter si vous avez des questions supplémentaires ou si vous voulez faire des workshops pour discuter plus dans votre contexte à vous sur ces environnements. Très bien. Bon, donc, tout ce qu'on a vu là, ce sont des solutions Tanzu que vous allez pouvoir consommer, entre guillemets, à la carte. Hein, si vous avez besoin d'un des éléments, ils sont disponibles de manière individuelle. Et il y a également un certain nombre d'éditions aussi qui regroupent, hein, sous forme de package, un certain nombre de ces produits Tanzu. Aujourd'hui, on a vu la partie plateforme avec Kubernetes. Guillaume a mentionné des solutions complémentaires pour simplifier l'expérience développeur, pour simplifier l'observabilité, la partie data aussi sur Kubernetes, hein, qui sont des solutions disponibles chez Tanzu. Donc, solutions qui peuvent être aussi donc disponibles sous forme d'édition. Et puis, comme le rappelait Guillaume tout à l'heure, n'hésitez pas, si vous souhaitez creuser ces différents sujets, à consulter les ressources disponibles sur la chaîne YouTube de VMware Tanzu avec une série de webinaires en français qui abordent différents sujets. Voilà. Écoutez, je vous remercie pour votre participation à ce webinaire. Il me reste maintenant à vous souhaiter une bonne journée et une bonne utilisation de ces ressources Kubernetes dans votre organisation. Merci à vous. Merci Alex et merci à tous. Au revoir. Au revoir.